l'image qu'il a donnée au MMA, la notoriété qu'il a donnée à ce sport et tout ce qu'il a fait à côté d'un point de vue business, c'est quand même très inspirant. Et c'était un sacré combattant, ça n'a jamais été le meilleur. Donc oui, c'est une qualité physique qui est vraiment éclatée, surcotée. Sous-côté. Oh non. C'est un vrai game changer. Sous-côté. Oh, il hésite. Oh, il hésite. Je suis convaincu, votez Aurélien Broussal. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, le concept, il est très simple. On est avec notre pote Aurélien Broussal. Ça va Aurel? Chaud. On va faire un surcoté, sous-coté sur la kiné et la prépa physique. C'est assez facile, hein. On balance un nom, une phrase, un tips, un accessoire. Et nous, de but en blanc comme ça, on dit si c'est sous-coté ou surcoté. On kiss ou on taille. Exactement. Et si on a le temps, on argumente. Il y en a certains, on va pas argumenter. Ce sera balèque, direct, surcoté, bim, terminé. Ça va, les règles sont très claires. Et quand on argumente, il n'y a pas plus d'une minute d'argumentation. Donc ça va se bastonner pour prendre le temps de parole. Mais bon, on devrait y arriver. Tu gères le chronomètre? T'es le maître du temps? Je sais pas si vous avez la référence, mais dans Fort Boyard, il y avait les maîtres du temps, ils avaient des têtes de tigre. Allez, on est parti. Sous-côté. Vous avez dit surcoté? Surcoté. Surcoté. Les 10 secondes, les mecs le font à moitié. Ils s'arrêtent, ils se droppent à la fin du mouvement, le moment où justement tu viens chercher ton biceps, celui que tu veux renforcer pour protéger ton genou. Puis surtout, ils oublient tous les autres exercices. Putain. C'est la même raison. Pour moi, il est fait tout le temps et surtout sur des personnes qui n'ont pas le niveau pour faire un Nordic hamstring. Et la plupart des gens n'ont pas le niveau. Exactement. On est trop lourd, trop faible. Chez les athlètes, je trouve que c'est quand même très intéressant. Il y a une étude qui a été faite par mon pote JP, seulement 3 répétitions par semaine. Ouais, en vrai supramaximal. Ah, ouais, Seulement 3 reps par semaine, ça a fortement diminué l'incidence de blessures sur les ischios. Donc c'est pour pas moi, sur ça des reste... athlètes qui ne s'entraînent pas. C'est sur des athlètes qui s'entraînent pas, mais du coup, ça diminue quand même ton temps de travail pour un résultat qui est intéressant. Donc c'est efficient pour moi comme exercice, mais je vous rejoins quand même. Donc en vrai, je passe un petit peu du camp surcoté, mais je reste quand même dans le sous-côté. Surcoté à la mort. Surcoté. Sous-côté de ouf. Sous-côté, c'est incroyable. C'est monstrueux, hein. Pour moi, c'est ce que j'appelle la baguette magique de la kinésithérapie. C'est l'outil que tous les kinés devraient avoir dans leur cabinet. D'ailleurs, nous, ça fait longtemps qu'on cherche un partenaire pour le BFR. On aime bien les petits trucs manuels parce que c'est vraiment ultra pratique et ça se met partout et très vite. Mais sous-côté. Ouais, et pas que en kiné, parce qu'il faut se rappeler l'origine du BFR. L'origine du BFR, c'est le culturisme. Ça vient bel et bien de l'entraînement à la base. Un ami japonais qui s'était cassé la jambe et qui voulait pas se déconditionner, il me semble. Oui, il s'était foutu un garrot qui l'a amené à l'hosto parce qu'il l'a mis trop fort, il était en occlusion complète. Alors c'est là où il faut faire hyper gaffe, c'est-à-dire qu'effectivement, moi qui essaye tout sur moi-même, sur des méthodes d'entraînement un petit peu chargées parfois, je me suis fait mal en BFR. C'est évidemment de la charge très très modeste. Aujourd'hui, c'est assez balisé et quand même, si on suit les protocoles, que ce soit en rehab ou en performance, c'est assez spectaculaire. Ouais, généralement, on dit 30% max de la 1RM ou il commence à sortir des protocoles avec le RPE et ça reste assez intéressant. Moi, à l'époque, j'avais fait 4 x 12 aux tractions avec le BFR ici, donc on n'était pas à 30% de la 1RM et c'était vraiment pas une bonne idée. J'avais les mains toutes bleues après, c'était pas cool, mais bon, on teste sur nous-mêmes avant de tester sur les patients, hein, c'est la base. Toi, comment tu t'es blessé? Sur les bras aussi, en biceps curl, et comme tout le monde le sait, t'es allé en boîte après? Il fallait que je congestionne au maximum. Non, mais effectivement, il faut être très très prudent parce que ça décuple l'impact de la charge et on mesure pas à quel point c'est spectaculaire. Donc testez-le progressivement, au poids du corps au départ, déjà c'est très très bien. Surcoté. Surcoté de ouf. En vrai, je dis surcoté, mais en fait, c'est surcoté par les gens. Moi, je le surcote pas, je le cote à sa bonne valeur. Ouais, de mon point de vue, c'est hyper bien. Mais en fait, parce que tu vois, il y a des coachs ou des kinés qui ont fait que cette formation et qui voient que à travers ça. Et du coup, ça devient n'importe quoi parce que c'est un outil comme un autre que tu vas utiliser à bon escient. Mais si tu fais que ça n'a pas de sens. Et puis, vu qu'on monte des cars, des pile drives, des over, des passive range, des excentriques neural grooving, tout le monde se dit, ok, ça c'est magnifique parce que j'ai vu un kiné le faire, ça veut dire que ça va soigner une tendinopathie patellaire. Rien à voir. Aucun rapport. C'est un outil qui est utilisé à mauvais escient par certaines personnes et du coup, ça le rend surcoté. À la base, il est bien coté, quoi. C'est un super outil de mon point de vue quand on est déjà expert, kiné. Mais dans tous les cas, ça peut pas être la base de la pyramide. Et pour beaucoup de gens, ils prennent le métier par ce prisme-là. Alors c'est un outil parmi d'autres. D'ailleurs, c'est une franchise, donc un petit peu partial. Et surtout, comme beaucoup de concepts américains, quoi, il y a 2-3 idées très fortes, à elles toutes seules, qui justifient de suivre la formation. Mais c'est pas la panacée non plus. Il y a le métier après. Petit disclaimer, attention, il n'y a pas beaucoup de données scientifiques dans cette formation. Donc, toujours à prendre avec des pincettes.
Sous-coté. Ouais, sous-coté, je suis d'accord avec toi. Côté à sa juste valeur. Tout le monde les achetait à la poubelle. Genre maintenant, c'est devenu le diable. Parce que si tu ne fais que de t'automasser, évidemment, tu vas pas acquérir de manière active l'amplitude que t'as fait gagner l'automassage. Donc en réalité, sur ce côté-là, je suis d'accord, mais ça veut pas dire que c'est un truc acheté à la poubelle. Quand tu travailles la mobilité, il y a une pyramide. La base, c'est la tolérance des tissus mous. Ensuite, c'est la souplesse. Ensuite, le contrôle moteur et ensuite la force. Si les automassages te permettent de gagner en niveau de tolérance des tissus mous et en souplesse, bah, ça veut dire que tu as déjà gagné la base de la pyramide. Donc c'est cool. Évidemment, il faudra rajouter les couches du dessus. Mais c'est un bon outil s'il est utilisé à bon escient. Ouais, c'est en train de passer de mode, alors même que, effectivement, c'est un outil hyper puissant pour mieux s'étirer, pour mieux programmer certains mouvements, pour mieux bouger tout simplement. Et par contre, c'est indissociable, effectivement. Pourquoi côté à sa juste valeur? Parce que chez les personnes qui sont éduquées à cet outil-là, franchement, pour moi, c'est bien. Faut pas en faire plus. C'est pas un truc qui va changer drastiquement la pratique. C'est un outil, encore une fois. Pour moi, il est à sa place, quoi. Un endroit sur l'étagère et on le prend de temps en temps. Surtout en étagère, par contre, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont tendance là en ce moment à le bâcher, alors qu'on n'a pas dit qu'il fallait faire que ça, évidemment. Enfin, il y a un moment donné, si quand même. C'était surcoté à un moment donné, parce que il y a certains auteurs qui disaient ne faites que de l'automassage. Sous-côté. Sous-côté de ouf. Sous-côté. Sous-côté, ouais. Sous-côté, parce que vraiment, tout converge vers de l'efficacité. Il y a des répondeurs, des non-répondeurs, c'est ça qu'il faut prendre en compte, j'ai l'impression, à ce stade, en tout cas, de la connaissance. Ouais. Mais écoute, moi j'en prends, je m'en porte pas plus mal. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui font la guerre aux produits qui aident, parce que juste, ils se disent que non, c'est pas possible. Il y a forcément un truc marketing qui est faux derrière. Les gars, si vous êtes du côté des études, lisez les études et vous verrez que les études sur le collagène montrent qu'il y a une diminution des douleurs quand on en prend bien dosé, évidemment, de bonne qualité aussi. Et il y a des non-répondeurs et des répondeurs comme tout. C'est pas un produit magique, mais ça reste intéressant en complément. Mais c'est pas la base de la pyramide quand on est en réhab, évidemment. Donc, évidemment, c'est largement sous-coté. Côté à sa juste valeur. Hein. Oh, il se prononce pas, vous avez pas qu'il me casse la gueule ou quoi, les gars? C'est un copain, c'est un copain, c'est un copain. Je suis un footix, donc je vais dire sous-côté. C'est un copain. Moi, je trouve que Benoît a été surcoté sur son dernier match. Il aurait fallu un petit match de transition et il aurait tapé à l'expérience très rapidement. Et ça s'apportait. Et du coup, pour moi, quand je dis qu'il a été surcoté, il a été précoté, on va dire. Enfin, c'est mon point de vue. Pour moi, ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de footix qui sont devenus des MMA-X depuis que c'est stylé de faire du MMA et depuis que c'est légal. Mais d'ailleurs, tu faisais partie des prémices du MMA en France. C'est vrai, c'est vrai. Au cercle Tissier, il y avait un embryon secret qui s'entraînait pendant des années. C'est un vrai amoureux des sports de combat et moi aussi, évidemment. Alors, faut pas faire les boomers à se dire ouais non, les jeunes maintenant ils s'intéressent au MMA mais ils y connaissent rien. Tant mieux qu'il y ait une hype autour de ça, mais ça permet à tout le monde de s'exprimer sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Et de toute façon, c'est pas nous qui sommes dans la cage, donc dire si quelqu'un est surcoté, sous-coté, en réalité, c'est hyper facile du bord du ring. En tout cas, ça reste un sport de fou. Les entraînements, c'est fou. Le mental qu'il faut pour aller dans une cage, se tabasser la gueule avec un mec, c'est juste monstrueux et c'est tellement artistique. Et Benoît Saint-Denis est un des meilleurs athlètes que j'ai jamais croisé. Il est ultra complet, c'est un mec d'une intelligence très rare et très talentueux, effectivement. Il y a une opportunité qui arrive, on la prend quand elle arrive en MMA, c'est ça le truc, quoi. Il y a de l'argent aussi. Hein. Voilà, il faut y aller et puis parfois c'est un petit peu tôt, c'est peut-être ce qui s'est passé. Bah, j'ai rien à dire, hein. Je suis un footix. Côté à sa juste valeur. Ouais, côté à sa juste valeur. Je savais pas qu'on avait l'option, mais côté à sa juste valeur, c'est un outil parmi d'autres, intéressant, qu'il faut garder, avec lequel il faut continuer à travailler, qui est fun. Mais c'est pas non plus l'outil qu'on nous vendait il y a une quinzaine d'années en pensant que ça allait remplacer évidemment la cage à squat. Pour moi, c'est absolument pas obligatoire, mais ça peut rajouter un peu de fun et ça reste important sur des rééducations en tant que kiné. C'est d'ailleurs une des guidelines. Il faut que la rééducation elle soit sympathique, attrayante pour le patient. C'est pas ça qui va soigner la personne, mais si ça peut augmenter l'adhérence au traitement, pourquoi pas. Après, voilà, c'est pas obligé d'en avoir un. Moi, je pense qu'il est sous-coté parce qu'aujourd'hui, plus personne ne veut l'utiliser et c'est limite un outil qui est vu comme inutile. Il y a de moins en moins de personnes qui vont acheter un Bosu en première intention. Alors même que c'est hyper intéressant. Sous-coté. Surcoté. Surcoté. Pourquoi sous-coté? Sous-coté parce que personne ne sait en faire. Bah alors justement, c'est trop dur, c'est trop technique. Non, c'est trop technique. Les patterns, il y a des semi-techniques pour moi qui sont ultra pertinents. Bien sûr, il y a des semi-techniques qui sont pertinents pour développer la puissance, la capacité de détente verticale, etc., de production de force rapide sur ces patterns-là. Mais le reste, ça demande beaucoup trop de travail technique. Si tu fais un vrai arraché complet cul au sol, est-ce que l'haltérophilie, c'est faire de l'haltérophilie en prépa physique, c'est faire les mouvements complets? Mais c'est ça la question. Et finalement, vous dites un peu la même chose de mon point de vue, parce que c'est surcoté dans le sens où tout le monde veut
faire les mouvements olympiques en amplitude totale et que ça, on l'a ou on l'a pas. En fonction du coach qu'on a, en plus, on va pouvoir l'avoir plus facilement ou pas. Dans tous les cas, ça va prendre une bande passante et un temps d'entraînement qu'on n'a pas forcément, que ce soit au niveau débutant ou au niveau élite. Alors même qu'on aurait les gains d'explosivité transférables sur la verticalité, parce que c'est ça qu'on cherche à la fin, hyper rapidement, avec un mouvement semi-technique. Surcoté, hein. Ouais, surcoté, parce que c'est une énorme hype. Mais alors franchement, c'est impressionnant. Et chapeau pour avoir surcoté le truc, parce que j'aurais pas parié 1 euro dessus. C'est vrai, faire tout le temps la même épreuve, de la même manière, faire payer les gens pour ça et qu'ils fassent tout le temps la même chose, je trouve ça incroyable. Et c'est bien packagé, ça emmène les gens avec eux. Voilà, ça défie l'ogre CrossFit de manière assez spectaculaire. Par contre, je pense que l'effort physique est monstrueux. Hein. Je pense que ça fonctionne bien parce que ça permet à des gens qui sont moins performants dans le CrossFit de pouvoir quand même toucher à la compétition avec peut-être moins technique aussi. Ouais, moins technique. Et moins technique, qui demande moins de temps de pratique. Donc là-dessus, c'est bien, ça permet aux gens de courir et de faire du renforcement musculaire. Très important. Mais sur la hype, je sais pas, tout le monde en parle. Peut-être ça répond aussi à l'extrême variété du CrossFit qui se retourne peut-être contre la discipline à un moment donné, à force de foutre du tir, de la natation, des trucs pour lesquels les gens n'étaient pas venus à la base, qui radicalisent une certaine partie de la pratique et puis qui excluent des spécialistes qui avaient développé des vrais champs de compétences. Imagine, vous préparez pour le triathlon. Là. Demain, on vous rajoute une épreuve d'haltéro en plein milieu. On dirait, on serait chaud. On serait plus chaud que la plupart des triathlètes, je pense. One RM squat, ça t'enlève quelques mètres à la natation. Plus tu fais lourd, plus tu as de mètres en moins. Pas mal. On négocie avec Ironman, qui est aussi une franchise évidemment, et ça rejoint un peu ce concept au final. Donc voilà, je pense que l'effort est quand même monstrueux, comme je disais tout à l'heure. Je pense qu'on le sous-cote à mon avis en termes de difficulté. Si tu t'en prends un dans la gueule à pleine balle, à mon avis, je pense que ça fait très mal. Surcoté, c'est la même mode. Hein. Ouais, c'est pas bien. Hein. Ça reste pas très bien quand même. Oui, c'est une mode. La loi de l'adaptation, mec, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Comme ça. Danser le jerk sur de la musique pop. Non, mais du coup, on confond encore une fois les notions de torque interne et externe qui se voient chez certains champions. On va venir vraiment s'appuyer parfois pour remonter une barre qui est beaucoup plus lourde que ce qu'on est réellement capable de faire parce qu'on est dans de la haute performance et pour plein de raisons. Il y a cette notion de, effectivement, oui, quand ton genou il est pas fait pour plier que dans un axe, ok, d'accord, très bien. Mais enfin, de là à subir un valgus qui est lié à des raideurs et des faiblesses, c'est pas la même chose. Pour moi, il va falloir regarder le pied, c'est ça le plus important. Si ton pied est très stable, bien ancré dans le sol, et que tu compenses vraiment avec les adducteurs, parce que les adducteurs te permettent aussi de faire de l'extension de hanche, why not? Mais bon, si t'en es là avec le pied qui s'écrase comme ça, là forcément les contraintes elles vont pas être terribles, donc là c'est de la bulle quoi. En fait la question c'est qu'est-ce qui est actif, qu'est-ce qui est passif, qu'est-ce qui est maîtrisé, qu'est-ce qui est contrôlé, qu'est-ce qui est délibéré, qu'est-ce qui est subi, qu'est-ce qui doit être changé et qu'est-ce qui doit être entraîné. Et là faut pas tout mélanger. Surcoté de ouf! Surcoté de ouf! Par amour, je peux pas dire surcoté, mais actuellement, bon, en vrai, je commence à espérer qu'il va pas recombattre parce que j'aime tellement l'athlète et l'homme, ce qu'il a fait. Bon, après, peut-être c'est un mauvais gars en vrai, on le connaît pas, donc c'est difficile de dire. Mais l'image qu'il a donnée au MMA, la notoriété qu'il a donnée à ce sport et tout ce qu'il a fait à côté d'un point de vue business, c'est quand même très inspirant. Et c'était un sacré combattant. Ça a jamais été le meilleur. J'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'il a été à un moment donné proche d'être quasiment le GOAT. Et moi qui ai vécu en Russie, je suis content que le Daghestan ait remis l'église au milieu du village parce que là-bas, il y en a des vrais, des combattants et plein. Et c'est vrai que, bon, je trouve qu'à un moment donné, il a eu un peu de réussite. Je pense qu'il y a eu des KO qui sont arrivés très très vite. Bon, tant mieux. Voilà, le trash talk a été très chèrement payé à un moment donné. Enfin, très chèrement positivement, je veux dire. Ouais, il a eu du succès alors que peut-être, bon, je trouve que c'est surcoté. Moi, ça me fait de la peine de le voir comme il est. Après, s'il fait ses combats et qu'il est obligé de faire et qu'il gagne, tant mieux. Mais bon, s'il se fait encore laver une 4e fois de suite, ce serait triste. Bon, je suis toujours un footix moi. J'y connais rien, mais je vais dire surcoté si on voit qu'à travers ce prisme. Hein. Tu résumes bien, c'est si on voit qu'à travers ce prisme. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ils basculent dans un espèce de truc qu'ils espèrent révolutionnaire et répondre à tout, et ils prennent le problème par la fin de l'histoire. D'abord, il y a l'expertise, d'abord, il y a la technique, d'abord, il y a le savoir-faire, il y a l'artisanat, la précision, l'entraîneur expert. Et ensuite, on va rajouter des outils qui vont nous permettre peut-être de prendre de l'info ou pas. Bon, les préférences motrices, parmi d'autres, c'est une technique voilà, qui va nous permettre effectivement d'enrichir tout ça. Il y a différentes écoles aussi, il ne faut pas tout mélanger. Il y a les signatures musculaires en sciences, qui sont une réalité indiscutable. Il y a l'approche Volodalen en course, qui est là aussi assez, qui a une tendance à la validation scientifique, qui essaye en tout cas, et bon, bah, il suffit de courir dans le bois de Vincennes pour ceux...
Volo d'Allen. Ah, je crois que c'était Van Allen, il joue de la guitare. Ouais, Et- c'est l'entrée de l'Olympique de Marseille d'ailleurs, il me semble. C'est ça, jump. Lui, il saute d'ailleurs. Non, Volo d'Allen, voilà, il y a cette approche-là. Après, il y a Action Type qui est un peu plus fantaisiste, il y a zéro science derrière. Dans tous les cas, ça porte un regard sur un mouvement qui est intéressant, qui vient compléter, mais au cœur de tout, il y a l'expertise. Sans l'expertise, vous êtes juste en train d'improviser, les gars. Oh, sous-côté, c'est sous-côté. Qui? Non, mais vraiment, c'est pas parce que je dis pas parce que ça mange, je dis ça parce qu'ils sont là. Mais vraiment, qui fait le lien comme ça entre la santé et la performance? Qui met l'entraînement et la kiné au même niveau dans tous les messages? Bah, moi, je trouve ça super. Voilà, c'est ça le sport santé. Surcoté. Ah, surcoté. Ouais, c'est côté à sa juste valeur. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est surcoté par les partisans de ça, tu vois, qui en ont fait une religion et ils abusent. Après, ça reste très intéressant parce que je pense que en réalité, plus on est pieds nus, mieux c'est. Et j'ai un autre truc à dire qui va mettre tout le monde d'accord, c'est largement surcoté en termes de style parce que c'est très très moche quand même. Oui, ouais. C'est dégueulasse. Ça, j'ai détesté. C'est dégueulasse. Jamais de la vie. Ouais, les Five Fingers et tout, c'est chaud. Hein. Ah bah tu sais, il y a deux écoles, hein. Il y a Bollier et il y a Broussal, tu vois. Ah. Bollier, il est en Five Fingers. Voilà, Non, vous choisissez votre camp, Olive, hein. Olive. Vous choisissez votre camp. Jamais je marcherai pieds nus chez moi pour compenser toute ma vie, mais j'aurai des chaussures cool italiennes. Sous-côté. Sous-côté, sous-côté. Pour moi, c'est une qualité physique au même titre que la mobilité. C'est deux qualités physiques qui sont oubliées en fait. Vraiment, la capacité respiratoire, la puissance respiratoire, l'amplitude respiratoire, bref, tout ce qui est en lien avec la respiration. En réalité, l'être humain, il fonctionne avec de l'oxygène quand même. Donc si t'es pas capable de choper bien ton oxygène en volume et en fréquence, bah c'est problématique. Donc oui, c'est une qualité physique qui est vraiment éclatée. Et j'en suis une preuve vivante. J'ai vraiment... Parce qu'il est asthmatique en fait. En fait, je suis pas asthmatique, mais j'ai une capacité respiratoire qui est éclatée au sol. Elle est proche de certains patients qui ont la BPCO quand on a fait des tests, etc. Pour qui, pourquoi? Bah, c'est difficile de le dire, mais je suis en train de la travailler aujourd'hui et je vois des gains sur mes performances parce que je fais un vrai travail respiratoire à côté. C'est long, c'est pénible, comme toute qualité physique en fait à travailler. Ça demande une certaine planification et ça demande du travail, mais c'est un vrai game changer pour moi. Ouais, c'est un game changer. Et encore, c'est pénible en fonction des chemins d'entraînement que tu prends. Selon certaines méthodes ou certaines écoles, tu peux développer une addiction totale au truc. Moi ici, tous les athlètes de haut niveau, tous, ils font au moins 3 minutes d'apnée. Au moins. Tous. Et tous, ils prennent plaisir à s'entraîner en apnée. Alors, pas quand on, quand on couple à l'effort, c'est un autre sujet. Mais en apnée réelle, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que ça vient même avant la mobilité, ça vient même avant la nutrition. Et d'autant plus que ça rentre dans les procédures de biohacking pour moi. Finalement, on va mettre des mois à corriger sa mobilité, à augmenter sa force, des années peut-être même à augmenter son endurance, alors que la respi, tu l'as dit, tu vois, tu as tout de suite des effets déjà, alors que ça fait pas si longtemps que ça tu pratiques. Et puis bon, c'est de la santé quoi, c'est du bien-être, c'est au-delà de la performance, c'est se sentir bien dans son corps, prendre le contrôle de ses émotions, de son système nerveux. Il faut respirer les gars, respirer. Sous-côté. Merci, les gars. Très bon livre. Merci, En vrai, franchement, on est toujours très critique sur les livres et celui-là, il est très qualitatif. Pour de vrai, c'est un livre qu'on recommande. Donc, si vous voulez le choper, livre d'Aurélien. C'est pas pour te faire de la pub gratuite, mais pour moi, c'est. En plus, il est beau. Étudiant kiné, étudiant coach, beaucoup de kiné aussi. Je pense que ça répond à un public extrêmement large, amoureux du corps, comme tu disais. Franchement, faut y aller sans hésiter. Comment tu l'as écrit ce bouquin? Merci les gars, bah, c'est une conviction de longue date parce que bah, vous connaissez ma perception de la préparation physique, c'est qu'effectivement on doit déjà étendre sa zone de confort avant d'en sortir, même si j'hésite pas à en sortir une seconde. Et donc le mouvement est prioritaire surtout puisque ça répond à la question fondamentale de quoi est capable la personne que j'ai en face de moi avant de se demander à quel point elle est forte, à quel point elle est vite, à quel point elle est endurante. En fait, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est ce qu'elle est capable de faire. Si on veut lui faire des squats, est-ce qu'elle est capable de se mettre accroupie? Et si c'est pas le cas, alors il faut adresser d'abord tout ça avant de faire n'importe quoi. Le reste s'aménage, mais la priorité, c'est évidemment le mouvement. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de créer un livre qui soit consacré à la prise de contrôle du mouvement et de la mobilité. Surcoté. Sous-côté. Oh non. Oh, le contre-pied. Sous-côté parce que c'est un outil qui, finalement bien utilisé, est un chemin alternatif qu'on n'utilise pas comme chemin alternatif. Alors je vous rejoins, il est surcoté en chemin exclusif parce qu'au bout de 3 semaines on s'adapte, ça marche plus. Mais il est sous-coté dans les parcours de réhabilitation, de rééducation, de prévention, d'entraînement même parce qu'au final c'est un moyen de ne pas mettre de contraintes mécaniques du tout sur des gens qui s'entraînent beaucoup, sur des gens qui peuvent plus s'entraîner dans tous les angles de travail, etc. Avec quand même des résultats qui sont intéressants. Alors on va pas tomber dans les 4 heures de sport, machin, tout ça c'est des conneries. Mais quand même, quand on n'a pas beaucoup de temps,
20 minutes et qu'il faut trouver une solution pour s'entraîner alors qu'on est incapable pour plein de raisons. C'est quoi la promesse? C'est 20 minutes égale 4 heures de sport? C'est ça la promesse marketing. Ah ouais, là c'est chaud. Ça, c'est pas des sciences du sport. Mais en revanche, force est de constater que ça a sa place dans l'arsenal de réathlétisation notamment. Donc je trouve que c'est un peu sous-coté. Bah, moi, c'était surcoté pour les monsieur et madame tout le monde, mais en effet, l'argumentation est bonne. Sous-coté. Eh ben c'est sous-coté aujourd'hui, ça a été surcoté pendant des années où on disait surtout, laissez pas les genoux dépasser les orteils, surtout, pas de squat complet, ça nique les genoux. Est-ce que tu peux faire un quart de squat avec les genoux qui dépassent les orteils? Oui, ça s'appelle un 6-6 squat. Ouais. Non, sous-coté, parce qu'en réalité, pour le travail de performance, bah, ça peut être super intéressant. Tu vois, un triple sauteur, quel intérêt réel il a à faire du squat complet? Bah, dans sa pratique, il va y avoir quasi aucun transfert. Certes, pour sa santé, c'est peut-être bien. Certes, pour faire des vidéos Instagram où t'es hyper mobile, c'est peut-être cool. Pour aller en vacances en Turquie. Why not? Mais même en France, il y a des toilettes comme ça. Mais en vrai, pour sa performance, lui, il n'a pas besoin d'avoir une flexion de genou hyper importante, du moins, pour développer sa force, il n'a pas besoin de ça. Donc en réalité, bah, c'est clairement sous-coté. Mais comme tout, hein, c'est jamais tout noir ou tout blanc. On aime bien le gris, nous. Hein Surcoté, hein. Ouais, un peu surcoté, et en même temps, j'ai envie de dire que ce qui est sous-coté en revanche, c'est le travail de déséquilibre et proprioceptif sur le haut du corps. Parce qu'on est toujours obsédé par des appuis instables au niveau des pieds, avec les stratégies de cheville, éventuellement de hanches et éventuellement de genoux, mais sur le haut du corps très peu. Et ça m'a toujours interpellé, alors même que finalement ce qui crée de l'instabilité dans la vie, c'est pas tant ce sur quoi on s'appuie au sol, qui est plutôt prévisible en général, c'est plutôt un engin qui nous arrive dessus, quelqu'un qui nous pousse, qui nous déséquilibre, c'est plutôt... En vrai, c'est un outil comme un autre, Ouais, donc forcément les aficionados... Tu m'as convaincu, je pense que pour la rééducation du croisé, c'est clairement sous-coté. Mais on en avait un au câble, mais on l'a utilisé beaucoup et après on a arrêté. Côté à sa juste valeur. Je me prononce pas, je vous suis moi là-dessus les gars. Alors d'un point de vue scientifique, il n'y a rien à dire sur le peu d'études qu'on a. Ça améliore quand même l'économie de course, c'est très, très intéressant pour le coup, on dépense moins d'énergie pour produire le même effort. Donc ça reste pertinent si on veut chercher de la performance. Pour monsieur et madame tout le monde, ça sert à rien. Pour chercher de la performance, c'est intéressant. Et d'un point de vue expérience personnelle, quand je mets mes carbones pour courir, évidemment, dès que je cours à une allure qui est intéressante, aux alentours minimum de 5 au kilo, ça devient vraiment intéressant en termes de rebond, en termes de production d'énergie dans le sens de la course. Et je sens que je fatigue moins que si j'avais été en chaussures un petit peu plus minimalistes. Donc je pense que c'est coté à sa juste valeur. Il faut les utiliser à bon escient, il ne faut pas les utiliser tous les jours parce qu'on s'y adapte très très vite. Et pour l'instant, ça n'a pas montré que ça a augmenté le risque de blessure. Donc avec les données scientifiques qu'on a actuellement, coté à sa juste valeur. Moi, surcoté parce que les gens, ils en font tout un foin. Ça peut être intéressant comme Thomas l'a dit, mais c'est vraiment avec parcimonie, c'est vraiment pas une nécessité. Sous-coté. Oh, il hésite. Nous, t'as vu, c'est sorti du cœur. Bon, pendant qu'il hésite, moi, j'argumente. Pendant longtemps, j'ai dit que c'était surcoté, moi. Pendant longtemps, j'ai dit, putain, mais arrêtez de perdre du temps à faire des trucs généralistes, allez tout de suite dans le spécifique. Comme le dit Fred Aubert, on est spécifique ou on est perte de temps. Ça, j'ai été convaincu de ça. Sauf qu'aujourd'hui, pour moi, la PPG, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a le mouvement, en fait. Il y a toute la mobilité, la motricité de base. Et ça s'enseigne dès le plus jeune âge. Et pour moi, du coup, la PPG aujourd'hui, c'est ça. Et du coup, c'est transversal à tous les sports. Tout le monde doit savoir faire une triple flexion. Tout le monde doit être capable de se mettre à genoux. Tout le monde doit être capable d'avoir un overhead parfait. Tout le monde... C'est dans le... Je suis convaincu. Votez Aurélien Broussal. Est-ce que la basse intensité pourrait faire partie de la PPG, selon toi? Bah, ça pourrait, parce qu'effectivement, tu as un certain nombre d'adaptations de base qui arrivent de manière fondamentale, sauf que, de manière spécifique, dans l'immense majorité des sports, on est capable déjà de développer ces adaptations centrales, tu vois, le volume plasmatique, l'épaisseur du myocarde, le volume d'éjection systolique, toutes ces adaptations centrales, on est capable d'aller les chercher, je sais pas, prenons en judo par exemple, simplement dans des séances techniques, on est déjà sur ces seuils ventilatoires-là. C'est vrai que quand tu fais de la technique au judo, t'es en zone 2. Bah ouais, j'ai pas l'impression qu'on soit obligé, si tu veux, mais ça se débat, ça se discute en fonction des sports, j'imagine. J'ai été convaincu, du coup, sous-coté. Aucune idée, je pense que c'est coté à sa juste valeur parce que j'y connais rien, mais tout ce qui amène de l'inertie sur une charge, j'ai l'impression que c'est un peu ça le concept, avec un bras de levier assez important. Ça reste intéressant dans certaines phases de travail. Je suis hyper partial parce qu'évidemment, je suis hyper intéressé dans le développement de ce type de pratique. Mais ouais, t'as raison, c'est un mouvement balistique sur l'épaule, chargé, qu'on a difficilement ailleurs, quoi. Donc hyper maîtrisé, c'est un peu technique quand même, mais hyper maîtrisé, je trouve ça d'une richesse pour l'épaule, en termes de prévention comme de performance. Bon, on parle de mass trainer, mais on pourrait parler de style mass, de mass bell, enfin tous ces exercices, même le Persian yoga, tu sais, avec les gros skis, tous ces exercices-là, je pense qu'il y a un intérêt énorme pour les kinés et les coachs à se former dessus, que ce soit en termes de prévention, de performance ou de rééducation. Sous-coté.
Sous-côté de ouf. Sous-côté, Oui. et là, moi, perso, je vais plus parler de la personne. En vrai, c'est la même personne que vous voyez sur les réseaux sociaux. Quelqu'un de très jovial, qui aime ce qu'il fait, qui aime discuter avec les gens. Donc, c'est vraiment une très bonne personne dans la vie. Après, le jugement que la plupart des kinés en font, qui sont un petit peu jaloux, évidemment, de ce qu'il fait, et c'est normal, hein, c'est un des 7 péchés capitaux, c'est la vie, on le sait, on va pas éradiquer la jalousie. Bah ça, c'est assez méchant et c'est non mérité, selon moi, il met quand même en lumière le fait que dans notre métier, on fait bouger les gens. Certes, on peut toujours critiquer le contenu qu'on fait sur Internet. De toute manière, c'est toujours vulgarisé, donc la vulgarisation peut amener un problème d'interprétation et donc à l'erreur. Et c'est la base et on en est les premiers concernés aussi. Mais en termes de messages qui véhiculent, c'est toujours bon, c'est toujours avec un bon fond en direction des patients et ça met en avant notre métier. Donc pour moi, largement sous-côté. Pour moi, la vraie expertise, c'est d'être capable de mettre à niveau de son audience le message que l'on diffuse. Évidemment que ce message-là, il n'est pas destiné aux kinés des équipes de France, de je sais pas quoi. Est-ce que les kinés des équipes de France sont forcément très bons? C'est un autre débat. On pourra faire. Il y en a des très bons. Il y en a des très bons. C'est comme le bon chasseur et les mauvais chasseurs. En tout cas, aux équipes de France de foot, par exemple, si mon pote Alex il nous regarde, évidemment, là, on a des bons kinés. C'est pas le cas partout, effectivement. Le livre de Major, par exemple, c'est remarquable de didactique, de pédagogie, de clarté pour le public mainstream auquel il s'adresse. Enfin, moi, je trouve que c'est un gros niveau d'expertise. Et c'est important de le dire parce que c'est pas donné à tout le monde, sinon, il y en aurait plein. Côté à sa juste valeur. Côté à sa juste valeur, il y en a qui en font tout un foin sur la performance. En vrai, ça reste très intéressant, on va pas se mentir, mais c'est quand même un mode de contraction parmi 3 modes de contraction. Ok, et du coup, si on oublie le reste, c'est problématique. Moi, je le trouve vraiment très intéressant en termes d'antidouleur chez des patients qui sont très irritables. En termes de performance aussi, ça a un intérêt, mais bon, faut pas abuser et faire que ça. Comme tout, c'est un outil parmi tant d'autres choses, mais à utiliser à bon escient. Sous-côté chez les kinés, clairement. Chez les kinés, on fait pas du tout d'isométrie. Mais je trouve que si, depuis qu'on a dit que sur les tendinopathies, ça faisait du bien, tout le monde en fait n'importe comment, tu vois. Moi, j'aurais dit sous-côté il y a 2 ans, parce que c'est là que tu vas pouvoir aller chercher un pic RFD, un pic explosif vraiment intéressant, notamment en rééducation en return to play. Parce que c'est un des moyens que je connais, moi, pour devenir vraiment très fort, en développant notamment la force sur un angle particulier, parce qu'on a du mal à être plus fort que ces angles de passage là où à un moment donné on échoue sur un mouvement complexe. Mais je te dirais surcoté aujourd'hui parce qu'effectivement tout le monde s'empare de ça, notamment l'IMTP, vous voyez tout le monde tire à mid-tight pull, un tirage mi-cuisse comme des fous, ou le squat isométrique qui est en train de devenir aussi à la mode. Tout le monde fait que ça d'un seul coup. Bon, encore une fois, n'oublions pas que les modes passent et le style est éternel. Coco Chanel, il est fort. Presque, Yves Saint Laurent. Sous-côté. Très sous-côté. Sous-côté En récup, sous-côté en biohacking. Sous-côté parce que en vrai ça a plein d'effets sur le système nerveux, tu peux pas le nier. Et malheureusement, vu que c'est quand même un petit peu adaptatif, c'est une réalité, si t'en fais tout le temps au bout d'un moment, les résultats sont moindres. En tout cas, les résultats de récupération Exactement. et d'adaptation physiologique, mais en fait c'est en soi une adaptation puisque du coup tu prends le relais sur autre chose, C'est ça. sur du mindset par exemple. Mais pour moi, ça reste quand même très intéressant. Si on prend la partie récup, si vous avez des tournois, etc., ça reste une clé pour récupérer rapidement sur des temps très courts. Donc pour moi, voilà, c'est sous-côté. Comme tout, on l'a jeté dans la fosse au lion parce qu'il y a eu des études qui sont sorties qui ont montré que oui, c'était pas magique, etc. Mais il n'y a rien qui est magique. Mais c'est un outil parmi tant d'autres. Puis c'est un outil qui, comme beaucoup d'outils de récup, finalement, si on se concentre sur la récup, donc pas les bains gelés dont je parlais tout à l'heure plutôt pour le mindset, si on est sur du 10 degrés pour 10 minutes, qui est à peu près le protocole un peu standardisé, on est comme sur toutes les techniques de récup sur des gains marginaux dans l'absolu. Sauf que on est sur des gains optimisés pour le sommeil. On optimise le sommeil. Donc en fait, en billard, tu mets la boule en 2 bandes, quoi. Tu vois, C'est clair. Et tu parlais de mindset, c'est très intéressant. L'immersion vraiment en eau froide, en fait, ça vous fait souffrir. Alors on n'est pas du style, il faut sortir de sa zone de confort tout le temps, etc. C'est pas la question. Mais ça vous fait reprendre le contrôle un petit peu sur vos émotions et sur vos sensations. Et n'oubliez pas que la douleur n'est qu'une sensation, qu'une interprétation. Et la douleur, comme dit Simon, peut être une forme de... La douleur peut être une forme de plaisir, voilà, tout simplement, mais bon, c'est pas grave, voilà. Ne soyez pas non plus trop orienté site interdit au moins de 18 ans. Pas de jugement.
C'est le 21e siècle. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous voulez qu'on fasse un deuxième épisode, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires les sujets sur lesquels vous voulez qu'on débatte, parce que je pense qu'on pourrait ne pas s'arrêter. On peut donner notre avis sur tout, tant qu'on connaît un petit peu le sujet évidemment. Même si on connaît pas. La vie n'aura pas d'intérêt, c'est tout. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Instagram, je vous mets le lien juste ici, et surtout à la chaîne YouTube d'Aurélien. À ton Insta aussi? À mon Insta aussi, ouais, tant qu'on y est. Bah oui. Facebook pour les vieux. Tout. LinkedIn pour les pros. Ou ceux qui cherchent du boulot. Pourquoi pas? N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche pour activer les notifications. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!